Dr Chérif Ousmane, médecin urgentiste et secrétaire national aux affaires extérieures de la HDI urbaine, a lancé un cri d'alarme concernant la crise sanitaire en Côte d'Ivoire. À l'approche des élections de 2025, il critique un système de santé défaillant, exacerbé par les tensions politiques, notamment l'exclusion de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo de la liste électorale. La Coalition pour une tendance pacifique, CAPCI, regroupant 25 partis, exige des réformes urgentes pour garantir un accès équitable aux soins. Ousmane lie cette crise sanitaire aux troubles politiques, avertissant qu'une population malade ne peut voter librement. La CAPCI, soutenue par le PDCI-RDA, annonce des marches dès le 14 juin et des recours à l'ONU pour exiger des réformes et un dialogue politique. Une mission récente à Bruxelles a alerté l'Union européenne sur les risques d'instabilité régionale si le système sanitaire s'effondre. La Côte d'Ivoire, critiquée par le GAFI pour corruption, doit investir massivement dans la santé, insiste Ousmane. Une nation en bonne santé est la base d'une démocratie forte, conclut-il, appelant à l'unité pour des soins accessibles à tous. Il y a depuis un certain moment une certaine arrogance que la commission électorale indépendante, je ne sais même pas si on doit l'appeler encore indépendante comme le porte-parole l'a dit, c'est mieux de l'appeler CED que de l'appeler CEI. C'est une commission électorale dépendante du RHDP. Dans cette commission-là, la présence des partis politiques d'opposition tend à légitimer quelque chose qui n'est pas légitime. Si nous continuons à rester dans cette commission électorale indépendante, ça va donner l'impression à l'opinion nationale et internationale que cette commission-là est participative, comme si les partis d'opposition avaient leur mot à dire. Quand on pose une question à la CEI, finalement, c'est le RHDP qui répond en premier. Rappelez-vous, lorsque nous avons demandé une RLE en 2025, avant même que la CEI réponde, c'est le RHDP en conférence de presse qui dit qu'il n'y aura pas de RLE de 2025. Donc, nous pensons qu'il n'y a pas de commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Pour le moment, cette commission-là, elle est dépendante. Et rappelons aussi que les partis politiques d'opposition ont tous fait des récriminations sur cette liste électorale. J'ai aimé le petit mot qui a été dit par M. Apollos Dante, le vice-président du FPI, qui a appelé l'autopsie de la liste électorale. Autopsie, c'est vraiment un bon mot qui dépeint un peu ce que c'est que cette liste électorale. C'est une liste électorale moribonde. Elle est décédée, cette liste électorale. C'est son autopsie que nous sommes en train de faire. 70% de la liste électorale ne respecte pas l'article 7 du code électoral. Donc, avec cette liste-là, si nous décidons d'aller à une élection, ce serait de légitimer ce qui serait j'allais dire un maquillage électoral. Vous avez dit qu'on risque de vivre 2020. On risque de revivre 2020 et peut-être même en pire, parce que encore en 2020, il y avait une certaine, j'allais dire, nouveauté de la chose. Mais aujourd'hui, on sait déjà un président qui sort d'un 3e mandat contesté, on est dans un 4e mandat, on sait déjà comment ça s'est passé la première fois, on sait comment ça peut se repasser. Donc, c'est méchant d'exposer la population à de tels risques. Il faut que la commission électorale décide d'échanger avec les partis d'opposition. Il faut que le président de la République, à travers le chef du gouvernement, décide d'ouvrir le dialogue politique. En Côte d'Ivoire, rien ne peut se résoudre sans dialogue. On ne peut pas être si arrogant en disant tellement on est fort, on ne veut même pas ouvrir le dialogue politique. Je rappelle qu'il y a cette belle phrase qui dit que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. C'est pas parce que vous êtes aujourd'hui au pouvoir que vous allez refuser le dialogue politique. C'est pas parce que vous pensez être fort aujourd'hui, vous pouvez être aujourd'hui au pouvoir et demain dans l'opposition. C'est ce qui risque d'arriver au RHDP en 2025. Quelles conséquences pour la jeunesse? Déjà, la jeunesse qui a été instrumentalisée pendant des dizaines d'années dans des guerres dont on cherche jusqu'aujourd'hui les auteurs. Je rappelle que le président de la République avait dit, quand il était en campagne, qu'il allait ouvrir une enquête pour retrouver qui a financé, qui a organisé la rébellion. Jusqu'aujourd'hui, 15 ans après, on ne sait pas vraiment qui a financé la rébellion. Donc, la jeunesse a connu ça. Et quand on a fini de connaître ça pendant toutes ces années, aujourd'hui encore, en 2025, on expose la jeunesse à des troubles. Vous savez, quand il y a des troubles, le premier perdant, c'est la jeunesse d'un pays. Il n'y a pas un deuxième perdant. Le principal perdant, c'est la jeunesse d'un pays. Il y a aussi les femmes. Hein? C'est vrai que les femmes perdent aussi, mais même quand les jeunes perdent, il y a aussi des femmes parmi ces jeunes-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que on expose trop la jeunesse à ces conflits-là. On instrumentalise la jeunesse. Aujourd'hui, le taux de chômage, le président Tidjane Thiam l'a rappelé sur une chaîne étrangère, le taux de chômage est pratiquement à 50% dans certains endroits de la Côte d'Ivoire. C'est grave. Aujourd'hui, regardez comment le ministère de la Jeunesse lance la foire de l'emploi. On prend des jeunes, on les envoie quelque part à Trècheville, on crée une foire de l'emploi après 15 ans, après avoir fait plusieurs programmes qui ont échoué. On crée une foire de l'emploi.
une fois qui sera répété chaque 3 mois jusqu'à l'élection présidentielle, comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été résolu depuis ces 15 années et que c'est maintenant que nous devons résoudre cela. Donc, quand vous avez une jeunesse comme ça qui a été maltraitée pendant ces 15 dernières années et que c'est maintenant que le gouvernement s'empresse parce qu'il y a une élection qui va se faire dans quelques mois, le gouvernement s'empresse pour essayer de trouver de l'emploi à ces jeunes-là. Forcément, quand il y aura un conflit, ce sont ces jeunes-là qui vont en mourir. Rappelez-vous aussi qu'en 2020, 87 personnes ont perdu la vie dans un conflit post-électoral. Et parmi ces 87 personnes, notre frère Toussaint, dont on a coupé la tête, dont on a joué pratiquement comme un ballon de football avec. Donc, ce sont des jeunes qui payent le lourd tribut quand il y a des conflits. Et donc, nous demandons au président de la République ainsi qu'à toute la classe politique d'ouvrir le dialogue politique. Parce que on ne peut pas être suffisamment, j'allais dire, arrogant jusqu'à ce point de dire on fait ce qu'on veut, on ne calcule pas ce que l'opposition demande. Docteur Bridou Soumaïla, y a-t-il espoir? Oui, il y a espoir parce que le président Houphouët-Boigny nous a enseigné que quand il n'y a pas de solution humaine, il y a une solution divine. Donc, il aura espoir et je pense qu'il y a espoir. Je pense que, comme il a dit pour les jeunes, c'est un peu dommage parce que la jeunesse actuelle, elle n'est pas bien formée, elle n'est pas bien éduquée, elle subit la drogue, le chômage et la pauvreté. Dans un tel contexte, il est difficile de s'élever au-dessus de ces contingences immédiates et de se considérer en être pensant, comme l'a dit Houphouët lui-même. Donc, nous avons espoir que le sursaut national fera que le pouvoir va se plier, va comprendre que la Côte d'Ivoire a changé, qu'il faut laisser une Côte d'Ivoire en bonne santé, une Côte d'Ivoire équitable, une Côte d'Ivoire où le choix se fait par le peuple, non pas par une minorité. J'ai espoir pour ça. Est-ce que les Ivoiriens sont heureux aujourd'hui qu'il y a autant de PDCI qu'il y a de... Les Ivoiriens vont répondre. Est-ce qu'on peut leur donner 5 ans encore un parti corrompu, un parti de tribalistes, un parti qui ne respecte pas sa chose? C'est ça que les Ivoiriens vont répondre. Laissons les candidats être candidats et laissons le peuple décider. Oui, laissons le peuple décider, mais le peuple doit être en bonne santé. Parlons santé. Je l'ai dit à l'entame, l'accès aux soins permet un développement personnel, prospère et harmonieux. Docteur, votre analyse du système de santé en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Déjà, avant de répondre à votre question, il y a un petit thème qui attire mon attention, accès aux soins de santé. C'est un thème qui est très important parce que l'OMS définit l'accès aux soins de santé comme étant l'accès à un patient pour une maladie connue au soignant qui traitera sa maladie. Le gouvernement fait une grande communication avec ce mot-là, mais de façon erronée, en disant 80% de la population a accès aux soins de santé à moins de 5 km. Ce qui n'est pas vrai. Ils ont accès à un hôpital et puis accès à un soin de santé, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir accès à un hôpital, mais tu n'as pas accès à celui qui doit te soigner. Si tu es diabétique, que tu rentres dans un hôpital, tu vois un infirmier qui ne connaît rien de la diabétologie, tu as accès à un hôpital, mais tu n'as pas accès aux soins de santé. Pour dire que le gouvernement fait beaucoup de politique là. Ça, nous l'avons répété plusieurs fois. Le gouvernement met des choses en avant qui en réalité ne représentent rien dans le système de santé. Et en réalité, quand les patients, ou bien quand eux-mêmes, qui sont parfois dans leur moment perdu, quand ils passent dans les hôpitaux, ils se rendent compte que ce qu'ils ont mis n'est pas suffisamment bon pour la population. C'est pourquoi la majorité des gens du gouvernement, et je ne vais pas citer tous les noms, mais la majorité des gens du gouvernement ne se soignent pas dans les hôpitaux ivoiriens. Chez nous, on dit que la meilleure façon de voir qu'une femme a préparé une bonne nourriture, c'est de voir comment elle goûte la nourriture. Si tu vois qu'une femme refuse de goûter sa nourriture, elle va manger au restaurant dehors, faut te dire que la nourriture n'est pas de bonne qualité. Donc, les gouvernants ivoiriens ne se soignent pas dans leurs propres hôpitaux. Donc, on évalue un système de santé de 5 façons, avec 5 indicateurs. Il y a le financement, il y a les infrastructures, il y a la satisfaction de la population, il y a les ressources humaines, et enfin, il y a la gouvernance. Donc, ce sont les 5 indicateurs-là qu'on évalue. Le gouvernement fait un travail qui est assez extraordinaire. Ils prennent que les infrastructures et puis ils mettent en avant. On a rénové tel nombre d'hôpitaux, on a rénové tel nombre d'hôpitaux. Mais prenez tous les 5 infrastructures, il y a un échec pratiquement dans les 4 autres indicateurs. Même l'infrastructure, si qu'on va au fond, vous allez voir qu'il y a un échec aussi. Mais on va prendre d'abord les 4 autres. Le financement. Le traité d'Abuja nous dit que tous les gouvernants, tous les États doivent financer au moins à 15% leur système de santé. La Côte d'Ivoire a ratifié, volontairement la Côte d'Ivoire a ratifié sur le budget global. Le budget de la santé doit être de 15% sur le budget global. Actuellement, nous sommes à 4,7%. On n'est même pas, c'est-à-dire que la moitié de 15 là, on n'est même pas encore arrivé à ça.
Donc, en termes de financement, c'est d'abord un échec. Personne ne peut discuter sur ça. Satisfaction de la population. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été réalisées qui montrent que la population n'est pas satisfaite des hôpitaux. Ce matin, même avant de venir, on m'a transféré une vidéo d'une dame qui se plaignait d'une couveuse. Il y avait pas de couveuse dans un hôpital à couper et on voulait transférer son enfant dans un autre endroit et l'enfant est décédé sur la route. Ça, ce sont des choses que nous, on entend presque tous les jours. Le système de santé ne satisfait pas la population. Vous pouvez en voir les échos sur les réseaux sociaux, les gens qui se plaignent tous les jours. Au-delà, au niveau de la gouvernance est complètement catastrophique. Ça serait trop long d'expliquer, mais aujourd'hui, les décideurs ne comprennent pas le système de santé. Eux-mêmes ne comprennent pas. On a pris des hôpitaux qui étaient des hôpitaux généraux, on leur a donné le nom de CHU. Prenez le CHU d'Angré. Le CHU d'Angré avait été construit à la base pour être un hôpital général. Et le président Alassane Ouattara, quand il est venu, il a changé le nom, on appelait CHU d'Angré. Mais quand vous changez le nom, là, ça ne change pas ce qui est dedans. Ça a été créé pour être un hôpital général. C'est pour ça qu'il n'y a pas de service de PPH au CHU d'Angré. C'est pour ça qu'il n'y a pas de service de neurochirurgie. C'est-à-dire que si vous faites un accident juste devant le CHU d'Angré, que vous avez du sang dans la tête, ce qu'on appelle un hématome extradural, si on vous fait rentrer au CHU d'Angré, on ne peut pas vous soigner. Bien que ce soit un CHU. C'est-à-dire CHU, c'est le dernier niveau de la pyramide sanitaire. Donc, on est en train de faire du vuvuzela avec la population. Les gens se plaignent et il y a beaucoup de pertes en vies humaines parce que le gouvernement communique très mal. Donc, sur tous les autres domaines, il y a aussi des échecs. Mais je vais parler des infrastructures quand même parce que le gouvernement communique beaucoup sur les infrastructures. Quand on fait les débats avec leurs communicants, ce sont les mots qu'ils répètent. On a construit tel nombre de CHU, on a construit tel nombre d'hôpitaux. Les hôpitaux qui sont construits en Côte d'Ivoire sont dans quel état? Les laboratoires, parfois, je prends le cas d'un CHU qui a été rénové récemment, un CHR qui a été rénové récemment, le CHR de San Pedro à l'intérieur du pays. 2 mois successifs, on ne peut pas faire durer créate. C'est-à-dire qu'on peut savoir si un malade a une insuffisance rénale. Comment vous pouvez comprendre quand on dit on a rénové un hôpital alors qu'on n'est pas capable de faire un minimum d'examens? Au-delà de ça, dans ma région, dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'IRM. C'est-à-dire, Amman, toute la région de l'ouest, là, la région des montagnes, la région du Bafing, il n'y a pas d'IRM à l'instant où je suis en train de vous parler. Donc, si un malade fait un AVC dans cette région-là, c'est un malade qui est condamné parce que c'est avec l'IRM que le médecin peut savoir c'est quel type d'AVC pour pouvoir soigner le malade. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre, je suis en train de vous expliquer que le système de santé en Côte d'Ivoire est catastrophique. C'est pourquoi je dis, je comprends que nos gouvernants ne se soignent pas dans leurs hôpitaux. Moi, je les comprends. Parce que quand vous savez ce que vous avez